Merci beaucoup Cécile, bonjour à tous. Alors je remercie le Conseil scientifique de m'avoir permis de venir vous présenter un travail qui a été mené grâce à l'ensemble des centres français d'hypertension pulmonaire, et donc je veux aussi évidemment remercier l'ensemble des collègues médecins, investigateurs, infirmières de recherche, attachés de recherche clinique, techniciens de recherche clinique qui nous ont permis de produire les données que je vais pouvoir vous présenter maintenant. Alors, on sait que la thrombose, c'est une des éléments facilement décrites dans les lésions histopathologiques de définition de l'hypertension artérielle pulmonaire, et c'est assez logique puisque la cellule endothéliale dans les vaisseaux, chaque fois qu'elle est agressée, son seul moyen de réaction premier, c'est de se protéger avec un tapis de thrombus afin de faire une couverture qui la protège des problématiques internes. Et on peut donc comprendre pourquoi, il y a 20 ans, dans le New England, quand une revue de la littérature ciblait les principales pistes de traitement à développer dans les 20 prochaines années pour soigner l'hypertension artérielle pulmonaire, eh bien on voyait des traitements qui ciblent l'hémostase, les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants, qui étaient pensés à l'époque comme des pistes potentielles comme traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Dans le même temps, ces pistes étaient soutenues par des données qui étaient finalement assez fragiles. Dans une première série rétrospective, puis en Circulation en 84, première étude rétrospective qui décrit une meilleure survie des malades avec HTAP et qui reçoivent un traitement anticoagulant. 10 ans après, le New England publie cette figure, qui était la figure numéro 3, et inclut dans la description de cette figure, je pense que ça serait plus possible de nos jours, que les anticoagulants sont associés à une meilleure survie chez les malades présentant une hypertension artérielle pulmonaire. C'était une étude monocentrique qui décrivait l'évolution des malades selon une réponse à des calcium bloqueurs en aigu, et en fonction de la réponse en aigu, décrivait les répondeurs qui recevaient des calcium bloqueurs tout au long cours versus les non-répondeurs au calcium bloqueur, et les cliniciens avaient le droit, en fonction de la scintigraphie, de prescrire des anticoagulants, mais le New England avait laissé passer cette figure dont on pourrait penser que vous soyez répondeur ou non au calcium bloqueur, eh bien regardez, vous avez un bénéfice sur la survie en recevant un anticoagulant oral direct. Donc, New England, 1992, on peut tout à fait comprendre qu'à ce moment-là, la majeure partie des cliniciens, voyant ça, eh bien, ont prescrit des anticoagulants à leurs malades souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire. Je voyage encore 10 ans plus tard, l'European Respiratory Journal publie sa première revue de la littérature sur thrombose et hypertension artérielle pulmonaire, et à ce moment-là, quand on regarde le nombre de données publiées, c'est finalement très limité, 468 malades inclus dans l'analyse, et sur les 468, uniquement 35 dans une série prospective. On comprend donc pourquoi les panélistes ont progressivement modifié le wording des recommandations en passant de « il est recommandé de mettre sous anticoagulant un malade qui a un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire » à « bon, il est suggéré parce que le niveau d'évidence n'est pas majeur » aux façons les plus récentes actuellement de dire que probablement qu'il ne faut pas le faire à tout le monde, mais éventuellement le discuter. Alors, les données étaient donc modestes, et elles ont quand même été colligées dans une méta-analyse qui était publiée dans une revue de Circulation en 2018. Et la méta-analyse, quand on la regarde rapidement, il est vrai qu'elle conclut que les anticoagulants permettent de réduire de près de 30% le risque de mourir quand on a une hypertension artérielle pulmonaire. Vous voyez, c'est la petite flèche en bas en vert. Par contre, quand on regarde de façon un peu plus précise la méta-analyse, on se rend compte que finalement, le nombre d'études prospectives inclus dans cette méta-analyse est très restreint. Et quand on regarde encore plus spécifiquement, on voit que les deux études qui ont le poids statistique le plus important, c'est-à-dire qui ont analysé le plus de malades, ont une hétérogénéité majeure, c'est-à-dire qu'il y en a une étude européenne publiée par Carrie Nelson, qui retrouve un bénéfice sur la survie et qu'une réduction de 16% du risque de décès quand on reçoit un anticoagulant dans l'HTAP, et une publiée par Preston sur la cohorte américaine, sur le registre américain Reveal, qui conclut exactement à l'opposé. Et là, on est il y a 10 ans.
C'est-à-dire que la méta-analyse conclut que quand on regarde toutes les données actuellement disponibles, les anticoagulants réduisent le risque de décès, mais quand on regarde de façon plus précise l'analyse spécifique des études prospectives, les deux études les plus puissantes en termes statistiques, avec le plus grand nombre de malades, concluent simplement exactement l'opposé, l'une par rapport à l'autre. Et donc, il y avait une hétérogénéité à laquelle il fallait essayer de répondre. Et là-dessus, eh bien, le registre français de l'hypertension artérielle pulmonaire a beaucoup de qualités pour pouvoir nous permettre d'améliorer le niveau d'évidence. La première qualité, c'est une couverture nationale. On a toute la population, ce qui est un avantage majeur par rapport à d'autres registres. La deuxième, c'est qu'elle a une production scientifique qui est quand même reconnue de façon internationale et de longtemps. Et la troisième, c'est qu'on dispose d'informations très spécifiques sur l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est évidemment un des paramètres qui va impacter la survie dans l'analyse d'une étude quelconque sur la survie de malades. Enfin, la richesse du registre français d'hypertension artérielle pulmonaire nous permettait d'améliorer un peu le niveau d'exigence méthodologique. On pouvait uniquement inclure dans l'analyse les cas incidents, pour se protéger du biais du temps immortel. On pouvait restreindre l'analyse à la période contemporaine, parce qu'évidemment, on a moins de risques de mourir dans la période actuelle avec les traitements qui existent par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans avec l'absence de traitement. Et enfin, on peut avoir la capacité d'apparier par un score de propension, qui est une méthode mathématique dont je vous épargnerai ce matin, qui permet bien, de faire des paires comparables de malades. Alors, voici un petit peu comment se passe la méthode de cette analyse. On part de tous les malades inclus dans le registre. On sélectionne uniquement les malades d'un groupe, donc les HTAP, le groupe 1. Enfin, on devient encore plus restrictif sur les critères de sélection en prenant que les cas incidents, que des cas de la période contemporaine, que les malades qui ont été suivis au moins pendant 3 ans ou qui sont décédés dans les 3 ans de suivi. Ensuite, eh bien, on individualise, afin de les comparer, les malades qui recevaient un traitement anticoagulant. Il y en avait 380 au diagnostic de l'HTAP, 1217 sans anticoagulant au diagnostic de l'HTAP. Et enfin, on utilise un score de propension pour faire des paires de malades et qui permettront de comparer l'effet du traitement anticoagulant sur la survie pendant les 3 ans de suivi. Enfin, on avait inclus a priori une méta-analyse des données épidémiologiques contemporaines pour essayer de répondre à la problématique de l'hétérogénéité dont je vous avais parlé tout à l'heure. Très rapidement, les malades avant la propension, les docteurs mettent plus facilement des anticoagulants quand les malades sont plus malades. Les patients étaient plus dyspnéiques, plus âgés, avec plus d'antécédents de thrombose ou de fibrillation atriale, et sur le plan hémodynamique, ils avaient souvent une hypertension pulmonaire qui était plus sévère. Après l'appariement par le score de propension, on gomme toutes ces différences, et que ce soit sur les données cliniques, les antécédents ou la sévérité hémodynamique. Voici les résultats principaux de cette analyse. Sur l'analyse avant et après appariement, nous ne retrouvons pas de bénéfice sur la survie à recevoir un anticoagulant. Éventuellement, il y a 0,3 années de différence en termes de différence moyenne, mais le log rank est négatif. Nous n'avons donc pas d'argument pour penser qu'un anticoagulant puisse améliorer la survie d'un malade souffrant d'une hypertension artérielle pulmonaire. L'élément important, c'est qu'après avoir repris les données de tous les malades qui avaient été inclus et classés dans le groupe anticoagulant, eh bien, le taux de persistance des anticoagulants à la fin du suivi était de 82%. Il y en avait donc 18% qui ne les avaient plus. Par contre, la limite évidente, c'est que vous savez que les anticoagulants augmentent chez tous les malades le risque hémorragique. Par contre, chez les malades qui ont des antécédents de thrombose, des antécédents de fibrillation atriale, les anticoagulants réduisent de 80% le risque de décès par embolie pulmonaire ou par AVC dans un contexte de FA. Et nous n'avions pas d'informations systématiques sur ce recueil des épisodes thrombotiques. Enfin, nous avons pu réaliser une méta-analyse des données contemporaines, et cette méta-analyse permet de régler le problème de l'hétérogénéité. Il n'y a pas de signal sur la survie en faveur ou en défaveur des anticoagulants, qu'on ait une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou une hypertension artérielle pulmonaire associée à une connectivite. Alors, est-ce que la fête est finie ? Voilà la proportion de malades sous anticoagulants dans les registres épidémiologiques, avec en bas la date de début des données des registres épidémiologiques. Ce qu'on voit, c'est que après les publications de Rich
En 92, dans le New England, boum, un grand bond de prescription, et c'est logique et humain. Les docteurs n'avaient pas encore de traitement évident, donc on donnait ce qui semblait marcher, les anticoagulants. Et donc, dans les premières publications du réseau français, le papier de marque en 2006 dans Circulation, eh bien, on avait 90% des malades qui recevaient des anticoagulants. Ensuite, on arrive à une diminution du taux de prescription des anticoagulants qui s'explique par à la fois l'absence de données probantes sur l'efficacité, mais aussi le développement d'autres traitements efficaces et bien validés dans des essais thérapeutiques. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que sur les 20 dernières années, eh bien, le taux de prescription des anticoagulants des malades inclus dans les registres épidémiologiques pour une hypertension artérielle pulmonaire reste exactement stable, probablement expliqué par ce que Marius Sepper appelle les patients avec comorbidité cardio-respiratoire, le phénotype respiratoire et le phénotype cardiovasculaire. Et donc, en conclusion, il y avait un rationnel fort pour cibler l'hémostase dans le développement de l'HTAP. L'utilisation initiale des anticoagulants, elle était importante et compréhensible quand il n'y avait pas de thérapeutique spécifique. Par contre, elle était décorrélée du niveau d'évidence. Les données épidémiologiques étaient discordantes et le fait d'avoir un registre français à jour, très spécifique et étayé, était une force majeure pour essayer d'améliorer notre niveau de connaissance. Et je remercie encore tous les membres du réseau français pour cette aide. Les anticoagulants ne semblent pas associer une meilleure survie dans l'HTAP actuel. Alors, on a été challengé, le papier va sortir la semaine prochaine dans le JACC, et vraiment les éditeurs voulaient absolument qu'on pondère notre conclusion, qui était de dire qu'il ne serait pas éthique de faire un essai versus placebo. Et ils nous ont quand même poussé dans nos retranchements pour dire que la seule façon de pouvoir répondre serait de faire un essai thérapeutique versus placebo. C'est un peu coquin parce que l'éditeur qui nous challengeait est un bon copain qui adore la méthodologie. Et même si on acceptait un effet de 3% sur la réduction, qui est valable selon nos analyses, il faudrait 10 000 malades incidents suivis au moins pendant 3 ans pour démontrer un éventuel bénéfice. Donc c'est juste pas réaliste. Enfin, il y a un enjeu à traiter ensemble sur les prochaines années. La modification du phénotype de l'HTAP avec ce palier qu'on voit bien de patients qui ont par ailleurs une indication validée à avoir un anticoagulant, ils ont des antécédents de thrombose, ils ont une fibrillation atriale, pose une question de comment est-ce qu'on gère ces malades qui ont un risque hémorragique notable. Ça sera présenté au prochain ERS, c'est l'étude EMAGE-TP, qui va montrer que ces malades, malheureusement, quand on les anticoagule, ils saignent, et quand ils saignent, ça ne se passe pas bien. Il y a le développement de nouvelles thérapeutiques qui augmentent aussi le risque hémorragique, et il est probable que dans l'avenir, nous devions trouver la meilleure thérapeutique antithrombotique des patients HTAP qui relèvent d'un traitement antithrombotique, en particulier d'un traitement anticoagulant, pour leur permettre à la fois d'être protégés sur le risque thrombotique sans les exposer à un risque hémorragique majeur, tout en continuant à bénéficier des meilleures thérapeutiques dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a des questions? Marc? Merci beaucoup. Déjà, merci, félicitations. Je voulais dire 2 choses. Premièrement, une petite pub pour le Centre de référence de l'hypertension pulmonaire. C'est incroyable de générer des données comme ça, comme on l'a vu dans d'autres domaines. Mais là, vraiment, bravo. Bravo aussi pour l'insistance avec les éditeurs qui se sont inclinés. Et j'ai parlé à l'un d'entre eux qui était caché dans l'ombre et qui va sûrement rédiger un éditorial, donc on va voir ça lundi. Ce que je voulais te dire, c'est qu'en plus de tout ce que tu as démontré de façon merveilleuse, c'est l'avancée dans les traitements d'hypertension pulmonaire avec les traitements en biothérapie type sotatercept qui font saigner les malades. Donc je pense que la messe est dite et l'étude qu'ils souhaitent faire est infaisable. Je ne sais pas si on l'avait dit dans la réponse aux éditeurs, mais lancer un essai prospectif en 2025 avec le sotatercept qui est là et qui est une addition intéressante au traitement, on va en entendre parler tout à l'heure, c'est impossible de faire un essai randomisé contre placebo. Voilà, est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Complètement, et c'est ce qu'on avait mis dans notre première version, mais ils nous ont quand même beaucoup challengé pour dire que la seule façon de démontrer, ça serait de faire un essai bien monté, sauf que on ne pourrait pas le faire, c'est irréaliste. Oui, une autre question? Bonjour, je suis une patiente HTAP, HTC-TEC précisément, et je suis sous Coumadine. Donc,
Je m'inquiète un peu quand j'entends ce que vous dites. Voilà. Non, alors je vous remercie. Je suis navré de ne pas avoir été assez clair. Cette analyse était restreinte uniquement aux hypertensions pulmonaires du groupe 1. Les anticoagulants sont la base du traitement quand on a une hypertension pulmonaire compliquant une embolie pulmonaire, comme une HTP-TEC. Et c'est pour ça qu'on a encore plus besoin de pouvoir savoir quel est le meilleur traitement pour vous permettre, vous, d'être protégé d'une récidive d'embolie pulmonaire, dont on sait qu'elle serait néfaste, tout en vous permettant d'avoir accès à d'autres traitements de l'hypertension pulmonaire. Vraiment, il n'y a pas de problème. J'ai 2 petites questions. T'es passé assez vite juste sur les caractéristiques, mais une question rapide. Est-ce que tu as essayé de faire la même analyse entre ceux qui avaient une anticoagulation mis sur le compte des anciennes recos de l'anticoagulation sur l'HTAP et de ceux qui avaient une indication d'anticoagulation sur une ACFA ou autre chose? Oui, c'est un très bon point. L'analyse de sensibilité, alors je suis allé très vite pour pas vous embêter trop, mais on a fait une analyse de sensibilité en excluant les malades qui avaient une indication certaine et validée, et l'effet restait exactement le même. D'accord. Et dernière question, pour l'effet hémorragique, est-ce que tu as prévu d'interroger une base SNDS éventuellement? Alors pour l'effet hémorragique, la seule façon de répondre comme il faut à cette question, c'est une étude prospective multicentrique dont l'objectif principal est de relever le taux d'hémorragie et que ces hémorragies soient adjudiquées. Et c'est l'étude MHTP que je présenterai dans 15 jours à l'ERS.